Bonjour et bienvenue au Salon de l'Agriculture pour ce débat organisé par Plein-Champ et consacré aux états généraux de l'alimentation et plus précisément à l'équilibre ou au rééquilibre des relations commerciales entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Pour en débattre sur le plateau, Pierre-Gérard Poutot, vous êtes directeur général de Serre France Maine-et-Loire et votre éclairage sera précieux pour nous parler des coûts de production puisque les coûts de production sont au cœur de ce projet de loi. Ludovic Brindejon, vous êtes président d'Agri-Éthique France. C'est une filiale de la coopérative vendéenne Cavac. Et depuis 4 ans, vous avez mené une démarche durable dans 2 filières, que sont les céréales et les œufs. Une démarche durable et équitable et qui est justement basée sur les coûts de production. Donc quelque part, vous êtes un précurseur et vous allez nous en parler. Alors au cours des 20 dernières années, pas moins de 6 textes de loi ont tenté de rééquilibrer les relations commerciales entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs. Est-ce que la 7e sera la bonne? Nous avons posé la question à des éleveurs dans les allées du Sia. Non, parce que de toute manière, les COP et les privés se mettront d'accord ensemble pour fixer les prix ou s'unir contre nous pour leur marge à eux. Je voudrais bien garder un peu d'espoir, mais aujourd'hui, devant le comportement, notamment dans la grande distribution, j'ai du mal à croire qu'on pourra arriver à récupérer une part de ce qui nous est dû. Moi, j'y crois pas parce que les industriels ne joueront pas la transparence, ne voudront pas mettre tous les prix en évidence que eux gagnent de toute façon à la base. Ben, on y croit tous, sauf que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose comment venir par rapport aux promesses qui sont faites. J'espère. Il y a de l'espoir, il y a en tout cas quelques solutions. Moi, j'en ai trouvé une, c'est celle de la vente directe. Alors Ludovic Brindejon, en un mot, votre pronostic, ça va marcher ou pas? On va dire un oui mais. Je pense que le message est positif. Maintenant, le chemin est très long et va être quand même assez complexe. Le pronostic de Pierre-Gérard Poutot? C'est un peu le même. C'est un oui mais, ça apporte de l'espoir. Mais les attentes sont immenses et il y aura sûrement des déçus. Alors on va commencer par le positif et les espoirs dont vous parlez. Quels sont selon vous les points positifs qu'il faut marquer dans ce projet de loi? Alors, parmi les points positifs, c'est le fait de mettre sur la table, justement, des coûts de production. Donc, les groupements de producteurs vont pouvoir fournir aux industriels leurs coûts de production qui vont servir de base à la négociation avec la grande distribution. Au moins, ça va permettre d'avoir des échanges sur des données plus tangibles. Le deuxième point positif, c'est que en cas d'évolution très rapide de cours de matières premières, etc., ça permet de revenir à la table des négociations plus facilement, là aussi sur des bases tangibles. Ludovic Brindejon, qu'est-ce que vous voyez de positif dans ce projet, vous qui avez participé aux États généraux de l'alimentation? Alors en effet, j'ai participé à un certain nombre de tables rondes. Je dirais le point positif déjà, c'est le message qui est transmis, notamment auprès du grand public. Et ça permet une prise de conscience, à la fois du consommateur, mais aussi l'ensemble des acteurs de la filière. Et l'autre point, c'est que ça va, je l'espère, forcer les différents acteurs à se mettre autour de la table pour bâtir un coût qui soit rémunérateur, je dis bien rémunérateur pour l'agriculteur. Alors tout à l'heure, dans votre pronostic, il y avait un 8 mai. Alors le mai, c'est quoi? Alors, je ne vous entends pas très bien, excusez-moi. Dans votre pronostic tout à l'heure, il y avait un 8 mai. Alors les craintes que vous avez? Les craintes, en fait, déjà le schéma est immense. Je vais prendre quelques chiffres tout de suite, notamment dans la filière céréales. En France, on collecte 55 millions de tonnes de céréales et il y en a à peine 1 million qui sont sous forme contractuelle. Donc vous imaginez le gap qu'il est nécessaire de combler pour entrer dans ce format-là. Et l'autre point, et je le vis tous les jours, c'est que pour monter une telle filière, ça ne se monte pas en 15 jours. Aujourd'hui, pour monter une filière dans notre démarche agriéthique, avec des nouveaux partenaires, il me faut 1 an. C'est 1 an. 1 an pour mettre tout le monde d'accord sur un prix qui soit rémunérateur et équitable pour l'ensemble des acteurs. Le problème, on a entendu des éleveurs qui étaient relativement pressés, qui ont de fortes attentes. Alors, je les comprends, les agriculteurs, quand ils voient le chemin qui reste à parcourir. Mais à partir du moment où on va se mettre autour
autour de la table, la transparence va être de mise parce qu'on va mettre sur la table le coût de production de l'agriculteur et c'est en fonction de ça qu'on va bâtir les marges de chacun. Et en plus, ça rapproche les deux maillons, je dirais, le dernier metteur en marché et le producteur. Donc les maillons intermédiaires vont devoir jouer la transparence. Pierre-Gérard Proto, quelles sont selon vous les limites à ce projet de loi? Alors je vous disais tout à l'heure, les attentes sont importantes, il risque d'y avoir des déçus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un marché ouvert, européen, voire mondial aujourd'hui, et on ne peut pas avoir durablement des prix payés aux producteurs fondamentalement différents de ceux payés chez les producteurs voisins, pour le lait par exemple en Irlande ou en Allemagne, puisque à ce moment-là, ces pays-là nous exporteront. Par contre, effectivement, c'est sans doute plus facile sur des produits différenciés par rapport aux produits génériques. Sur des produits différenciés, donc moins en concurrence avec des produits de matières premières génériques en concurrence avec l'importation, cette méthode devrait permettre des avancées significatives. Et c'est vrai. Et tout à l'heure, le témoignage de l'éleveuse était intéressant. Elle parlait de circuit court. Elle est en phase directe avec ses consommateurs. Et la question se pose différemment. Alors, les coûts de production. Est-ce que, M. Poutot, cette donnée-là, elle est connue de tous les agriculteurs et éleveurs de France et de Navarre? Aujourd'hui, non. Mais on peut rapidement, nous, au sein du groupe Serre France, par exemple, leur fournir les éléments de coûts de production nécessaires qui leur permettront d'avoir les bases de compréhension de la construction du coût. Alors, mais quand on a ces coûts-là, le problème, c'est qu'il n'y a pas deux élevages ou deux agriculteurs identiques en France. Il y a une variabilité individuelle, il y a des variabilités individuelles, il y a des jeunes qui viennent d'investir. On va finir par établir un coût de production moyen. Qu'en sera-t-il de la variabilité individuelle ? Ah oui, alors ça, c'est aussi un problème et c'est une des raisons pour lesquelles il y aura des déçus, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, les coûts de production sont variables. Si je prends l'exemple du lait, le produit lait qui aujourd'hui, vous avez un coût alimentaire qui lui-même peut être variable des conditions pédoclimatiques. Il y a une sécheresse, j'ai eu des rendements plus ou moins importants. Vous avez des charges de structure qui sont différentes selon que je suis un nouvel investisseur ou au contraire en fin de carrière avec des outils amortis. Ensuite, j'ai le coût de la main-d'œuvre. Quelle est la rémunération qu'on va donner à l'exploitant lui-même? Et puis enfin, j'ai les primes PAC. Les primes PAC qui sont diverses et variées en fonction de mon histoire, en fonction de mon positionnement géographique dans l'exploitation. Et tout ça, mis bout à bout, aboutit à des variantes de coûts de revient importants entre les exploitations. Et justement, alors, qu'est-ce qui va l'advenir pour celui qui est trop cher? C'est une des questions, c'est à quel niveau on va prendre le coût de production pour aller négocier avec les industriels. Si on veut prendre 100%, forcément, si je prends le litre de lait moyen, on peut considérer qu'on a des écarts de coût de revient entre 300 € chez des gens qui ont des outils amortis en totalité, à plus de 400 chez des nouveaux investisseurs avec sans doute des performances un peu moindres. Donc, quel prix prendrons-nous pour emmener 50%, 70%, 80% des producteurs ou 100%? C'est une question aujourd'hui qui n'est pas résolue dans le projet de loi tel qu'il est. Est-ce qu'on ne risque pas aussi au passage de stigmatiser ceux qui ne seront pas dans les clous? Monsieur Brindejon, vous avez une expérience de 5 ans, vous avez un recul de 5 ans avec Agriéthique qui est justement basé sur ces coûts de production. Alors Agriéthique, comment ça marche et comment vous abordez ce problème de la variabilité individuelle? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, notre objectif de départ, pour rémunérer justement l'agriculteur, c'est de se déconnecter des marchés. Déjà, si on arrive à proposer un prix qui soit déconnecté des marchés et où l'ensemble des acteurs sont en mesure de s'engager, on sera déjà sur un prix qui sera nettement supérieur. Donc aujourd'hui, comment on a abordé le sujet? Par rapport à des données, alors c'est vrai qu'on est plutôt sur des schémas en local où on prend des exploitations et l'ensemble des données de ces exploitations pour bâtir un coût. Alors c'est vrai que ça va être un coût moyen, c'est vrai qu'il y a des exploitations qui vont gagner plus ou moins par rapport à ce prix fixé, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les acteurs de l'aval, il ne faut pas aussi qu'ils soient complètement déconnectés du marché. Donc c'est vraiment une discussion qui est... faut que tout le monde faut qu'il y ait le producteur, le premier transformateur et le metteur en marché. Et c'est comme ça qu'on bâtit le coût de production. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, je le pense. Ceci dit, nous, ça fait 5 ans qu'on existe. On est sur des contrats à 3 ans, voire 5 ans d'ailleurs. Et on a renouvelé le premier cycle. Ça fonctionne. Et on est toujours parti sur un prix qui est
il semble, rémunérateur et satisfaisant pour l'agriculteur, puisque je n'ai pas de retour négatif par rapport à ça. Alors justement, ce niveau de rémunération de l'agriculteur, parce que quand on parle de coût de production et de prix de vente, la différence, c'est la marge ou c'est le salaire de l'agriculteur. À travers ce dispositif, ça veut dire est-ce qu'on va en fait déterminer que vaut le prix du travail de l'agriculteur? Alors, c'est vrai que c'est une question extrêmement délicate. Et en plus, le raisonnement peut être différent d'une filière à l'autre. Dans la filière blé, c'est vrai qu'on raisonne sur un coût de blé à la tonne et on calcule la marge que doit avoir l'agriculteur. On considère qu'avec cette marge, il peut vivre correctement. Quand on travaille sur les œufs, on travaille sur un bâtiment d'élevage, sur un niveau d'amortissement de ce bâtiment. Et finalement, on parle là par contre d'un salaire qu'on va verser à l'éleveur sur l'année. Donc le raisonnement est un peu différent. Pierre-Gérard Poutot, par rapport à cette question de la rémunération de l'agriculteur, vous avez un point de vue? C'est forcément une question qui va devoir être intégrée. Et là, les textes ne précisent pas est-ce qu'un agriculteur doit être rémunéré au SMIC, à 1,5 SMIC, à 2 SMIC, puisque dans ses fonctions, il est tantôt chef d'entreprise, donc plus proche, j'allais dire, d'une équivalence de rémunération d'un dirigeant, et puis il a aussi des fonctions de plus proche du travail des ouvriers, et donc quel montant devra être retenu, le débat est ouvert. Alors parmi les critiques que j'ai pu entendre à propos de ce projet de loi, il y a aussi la question des prix garantis. Il y a des fervents de la défense des prix garantis. Est-ce que ça aurait été une solution meilleure que celle de retenir les coûts de production? L'idée est intéressante, elle est séduisante, sauf que je répète que des prix garantis dans un marché ouvert européen sur des produits génériques, ça ne me semble pas possible. Ça peut l'être temporairement sur quelques mois, mais sinon on va être inondé de produits qui vont nous venir des pays tiers. Monsieur Brindejon, est-ce que vous pensez que vous allez sortir de la marginalité et que vous allez monter en puissance et être représentatif? Parce qu'aujourd'hui c'est marginal, vous nous l'avez bien dit. Est-ce qu'il y a l'espoir que ça monte en puissance agri-éthique et plus largement la rémunération équitable des agriculteurs? Alors, déjà en quelques chiffres, aujourd'hui c'est vrai que je parlais de 800 000 tonnes, un peu moins d'1 800 000 tonnes sous forme contractuelle. Ça ne veut pas dire rémunératrice, hein, quand je dis contractuelle. Et nous, on représente 60 000 tonnes de blé sur ce volume-là. Donc en effet, c'est une première étape. Alors dans le domaine du commerce équitable français, c'est un chiffre significatif. Moi, j'en suis convaincu, il faut qu'on continue d'avancer. On a prouvé que ça fonctionnait sur le blé, sur les œufs, sur le lait. Là, on travaille actuellement sur la viande. C'est un modèle qui peut fonctionner, mais c'est vrai qu'il faut que les acteurs soient matures. C'est une réelle... L'intérêt aussi, il faut trouver les bons arguments vis-à-vis des acteurs de l'aval. C'est-à-dire que pour les acteurs de l'aval, l'intérêt, c'est de sécuriser aussi un approvisionnement. De parler d'autre chose que du prix et de messages de biodiversité, d'environnement qui vont parler aux consommateurs. Il ne faut plus que le prix finalement soit un sujet qui vienne, je dirais, stresser un peu les relations. Très bien, je vous remercie et je vous répète la première question de tout départ et là vous n'avez droit qu'à une seule réponse, un seul mot. Vous y croyez ou pas? Oui ou non? Moi je suis... Un mot. Un mot, c'est difficile. Optimiste. Un mot, monsieur Poutot? Espoir. Très bien. Pierre-Gérard Poutot, je vous remercie. Ludovic Brindejon, je vous remercie. Merci.